d'État argentin, ce qui a signifié du point de vue humain et les conséquences, parce que le coup d'État il a été donné pour instaurer un système libéral économique que 37 ans après, on continue à payer les conséquences. Donc voilà, je me présente, je suis ancien militant politique des années 70 en Argentine, de la jeunesse péroniste, la Juventud péroniste, qui répondait au mouvement révolutionnaire Montoneros. Et voilà, donc je continue à militer maintenant à l'extérieur. Excuse-moi, j'ai oublié de dire que Nestor est ici depuis 30 ans. Donc j'imagine que tu as passé plus d'années ici qu'en Argentine. Oui, tout à fait, ouais. Et que malgré tout, tu gardes des liens très forts avec l'Argentine. Bon, c'est évident, oui. Oui. C'est évident que je continue ma militance ici à l'extérieur et dans une formation politique qui s'appelle Argentinos para Victoria, que le but précis c'est d'appuyer le gouvernement actuel, qui a été précédé par le gouvernement de Néstor Kirchner, qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2003, et évidemment appuyer tous les gouvernements populaires d'Amérique latine et du monde entier. Donc, pour commencer, il va falloir que je fasse un résumé sur l'histoire de l'Argentine, pour pouvoir comprendre un peu. Donc, l'Argentine s'indépendise de l'Espagne, et immédiatement il y a une guerre civile qui oppose deux visions de l'Argentine. Une, c'est la vision des grands propriétaires de terres, que c'est les sunitaires, les sunitarios, qui sont une idée d'un pays unifié. Bonjour. 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 Prenez une chaise et vous vous mettez par là. Donc l'idée d'un pays unifié, mais sans une liberté régionale, un pays unifié à partir de la capitale, et eux, c'était les propriétaires de terres, donc ils savaient le port, ils avaient une idée précise du pays sans partage pratiquement. Et de l'autre côté, il y avait les fédéraux, les fédérales, qui étaient des chefs régionaux, qui avaient une idée complètement différente, une idée de partage, de liberté. Et donc il y a eu une guerre civile meurtrière pendant des années, c'est les sunnitaires qui ont gagné. Et ces gens-là, ils ont pris le pouvoir jusqu'à nommer le premier président de l'Argentine. Le premier président de l'Argentine se caractérise donc pour être le premier président, mais aussi pour avoir fait un emprunt avec le Royaume-Uni, qui a créé ce que nous on appelle en Argentine la dette éternelle. C'était un emprunt inutile qui a été théoriquement demandé pour construire un nouveau port, construire des villes dans des lieux désertiques pour faire le réseau d'eau potable de la capitale, de Buenos Aires. Mais en fait, c'était un emprunt complètement inutile dans le but de lier l'Argentine avec l'Angleterre définitivement. Donc, cet emprunt qui était ça c'était en 1826. Donc, cet emprunt qui était de 1 million de livres sterling, en fait, à l'Argentine, ils sont arrivés que 60 000. L'Argentine a fini de payer l'emprunt en 1904 en payant 14 fois de la valeur. Donc, quelque chose similaire aux dettes d'aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et donc, il commence des liens très forts avec l'Angleterre. Et en 1855, il commence la construction de la voie ferrée, faite par les Anglais, qui vont construire une voie ferrée extraordinaire, énorme, mais en fonction seulement de ramener les produits agricoles vers le port pour l'exportation. Il n'y avait pas une autre vision que celle-là. Et donc, la voie ferrée est construite et les propriétaires de la terre et le Royaume-Uni considèrent qu'il faut gagner des terres encore dans des régions désertiques pour continuer à produire surtout du bétail. Donc, ils s'engagent, les militaires, ce qu'on appelle la campagne del desierto. Donc, c'est en fait aller exterminer les aborigènes pour gagner des terres. Et cette campagne, il dure 27 ans, ce qui est vraiment beaucoup de temps, et elle a été financée par les grands propriétaires de la terre qui étaient unis dans un consortium qui existe jusqu'à aujourd'hui, que c'est la Société Rurale Argentine, que c'est une société de gros propriétaires qui a appuyé systématiquement depuis cette époque tous les coups d'État.
Donc les militaires, les gros propriétaires de la terre et évidemment l'Église catholique au milieu. Et donc, cette guerre, cette extermination, elle est financée par ces gens-là, qui à la fin de la conquête, ils se partagent entre eux, donc 1840 familles se partagent entre eux 42 millions d'hectares. 42 millions d'hectares. Notamment 24 familles, qu'entre elles, ils se partagent entre 200 000 chaque famille et 2 500 000 hectares chaque famille. Notamment le président de cette association, qui s'appelait Martínez de Hoz, qu'on verra après que c'est un nom qui revient dans l'histoire argentine, toujours dans les époques les plus noires. Donc le pays continue à être contrôlé donc, par les unitaires, par les propriétaires de la terre. Donc il commence à avoir des révoltes populaires à la fin des années 1800, qui donnent comme résultat, en 1916, l'élection pour la première fois d'un président par suffrage universel. Une démocratie complètement gérée par les militaires et par les propriétaires de la terre, sans une majorité au Parlement. Donc il y a des graves problèmes, le gouvernement n'a aucun contrôle, et donc il y a deux événements très importants. C'est la révolte des ouvriers agricoles en Patagonie, qui demande des revendications minimes aux propriétaires de la terre, que c'est des Anglais, parce qu'il y a des propriétaires de la terre qui c'est des Argentins, mais dans ce cas-là c'est des Anglais. Le gouvernement il ne s'est pas très bien gestionné, à tel point que l'ambassadeur anglais il va proposer au président que ce soit l'Angleterre qui réprime directement, parce qu'il s'agissait pour eux d'une province anglaise. Donc le gouvernement refuse l'intervention, mais il envoie des militaires qui font un massacre quand même. La revendication, c'était des revendications minimes. C'était des gens qui travaillaient 7 jours sur 7, de matin au soir, sans savoir pratiquement ça. Bonjour. Prenez une chaise dans la façon par là. Vous pouvez passer là-bas. Donc il y a un autre événement aussi, donc à la capitale, une révolte dans les mêmes conditions. Le gouvernement il commence à s'arranger avec les revendications, mais des groupuscules de militaires d'extrême droite appuyés par l'Église, ils font une répression énorme qui provoque 1200 morts. Donc c'est une démocratie avec des envies, on va dire, dans une direction populaire, mais qu'ils n'ont aucun contrôle. Malgré tout ça, il y a un coup d'État, un nouveau coup d'État qui va durer 13 ans, dans lequel définitivement l'Argentine ficelle des nouveaux accords avec les Anglais pour offrir le pays carrément au Royaume-Uni. Il faut dire que les intérêts du Royaume-Uni, c'est le même intérêt que les propriétaires de la terre. Ils défendent le même intérêt parce que bon, ces gens-là, en Angleterre, ils laissent de côté autant le peuple que les propriétaires de la terre, ils laissent le gouvernement argentin, ils laissent les pauvres de côté en Argentine. Donc les objectifs, c'est à peu près les mêmes. Donc, j'oubliais de dire que la campagne contre les aborigènes a été menée par un militaire qui s'appelait Roca. Je dis son nom parce qu'on va voir immédiatement de quelle manière les noms ils sont liés, les familles sont liées. Donc, pendant cette décade infâme, qu'on appelle comme ça en Argentine, le fils de Roca, il signe des accords avec les Anglais, et les Anglais proposent à l'Argentine de devenir son exportateur de viande officielle, avec le privilège de vendre toujours moins cher que le prix des marchés, d'avoir l'exclusivité du port, de pouvoir monter des abattoirs exclusivement anglais et d'avoir le transport de la capitale. Voilà, ça c'est le privilège que le Royaume-Uni donne à l'Argentine pour pouvoir être son propre grenier. Alors, pourquoi ils acceptent les propriétaires de la terre? Parce qu'en fait, la main-d'œuvre qu'ils sont elle est pratiquement gratuite, ils ne payent pas de taxes sur les hectares, ils ne payent pas de taxes sur les récoltes, ils ne payent même pas le transport parce que le transport il appartient aux Anglais, ils ne payent pas des taxes sur les exportations, ils ne payent pas non plus des impôts sur le bénéfice. Donc, ils n'ont aucun problème avec des millions d'hectares qui sont hérités de la guerre
de produire un prix absolument ridicule. Eux, ils gagnent de l'argent, il n'y a pas de problème. Donc, ces accords, ils sont signés, et en même temps, les Anglais conseillent la création de la Banque centrale argentine. Donc, la Banque centrale argentine, elle est créée sur un protocole ficelé à Londres, dans lequel l'État donne des fonds, mais ils n'ont aucun droit de regard sur la banque. Donc, c'est une banque privée financée par l'État. Donc, c'est un peu comme maintenant, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence dans certains cas. Non? Et donc, cette époque finit dans l'année 1945, sous la pression populaire, il y a des élections, et donc c'est le général Perón qui arrive par la première fois au gouvernement. Donc, il arrive au pouvoir avec l'idée d'essayer de faire un pays industriel et pas exclusivement agricole. Donc, pour réussir ça, il commence à taxer aux gros propriétaires, donc taxer la terre, taxer le produit de la terre, et les taxer fondamentalement sur les bénéfices, pour, avec cet argent, pouvoir créer une industrie nationale. En même temps, il fait voter une constitution dans laquelle tous les biens de l'Argentine, ils appartiennent à l'État, ils ne s'appartiennent plus aux propriétaires qui vont privés, ça devient national. Et en même temps, donne aux ouvriers agricoles, par la première fois, un protocole de travail, des droits. Donc la situation pour les propriétaires de la terre, il commence à devenir plus compliquée. Donc cette époque qui dure 10 ans, et il y a un coup d'État qui fait tomber le général Perón. Et c'est des coups d'État, il y en a tout le temps. Et voilà. Donc on rentre dans une époque noire. La première chose qu'ils font les militaires, c'est éliminer la constitution de 1949, éliminer évidemment le protocole des ouvriers agricoles et de rentrer au Fonds monétaire international et de privatiser la banque centrale qui avait été nationalisée, la privatiser. Donc on rentre dans une époque noire jusqu'à 1973, qui a des élections, des vraies élections, dans lesquelles le péronisme n'est pas proscrit parce qu'il avait été proscrit pendant 18 ans. Et 3 ans après, il y a le coup d'État de 1976, que comme nous savons, il a provoqué des milliers de morts, 30 000 disparus, 500 enfants volés, des milliers de personnes en prison et des centaines de milliers d'exilés à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Donc, le but principal du coup d'État, ce n'est pas de réprimer les ennemis, ce n'est pas de lutter contre le communisme comme eux ils le présentaient. En fait, le but principal, c'était d'instaurer un système économique qui détruise définitivement l'industrie nationale pour revenir 100 ans en arrière et devenir un pays agricole à la façon que le propriétaire de terre voulait. À tel point que le premier ministre de l'économie qui mène ces projets-là, il s'appelle Martínez de Hoz, comme c'est le petit-fils du premier président de la société rurale qui héritait de 2,5 millions d'hectares de terre. Donc, pendant un siècle et demi, on est toujours dans la même syntonie, avec les mêmes familles, avec la même idée et le même projet. Le projet, il s'arrête pendant 10 ans, pendant l'époque de Perón, plus ou moins, mais après, il reprend à chaque fois. Donc, les militaires, ils déchaînent une répression terrible parce que c'est la seule manière de pouvoir installer définitivement ces projets. Malheureusement, ce système économique, il a été repris tant après par un président élu démocratiquement dans les années 90, après la tombée du mur. Donc, il y avait la fameuse Madame Thatcher, à laquelle je désire un bon voyage. Et donc, c'était la mode du libéralisme effréné. Et donc, on retombe dans le même système. Alors, ce qu'ils font les militaires pour détruire l'industrie nationale, qui était très importante en Argentine, il y avait
des quantités d'usines, Renault, Peugeot, Citroën, plein, mais tout s'est fabriqué